Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire aujourd'hui, pour la première fois depuis sa nomination il y a quelques jours comme ambassadeur de France près le Saint-Siège, Philippe Zeller s'exprime. Pour lui, les pays européens ont besoin d'entendre les messages du pape François. Le diocèse de Paris renforce son dispositif pour lutter contre les abus sexuels dans l'Église. Explication dans quelques instants avec Monseigneur de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris. Le diocèse de Lyon a lancé depuis les années 60 des jumelages avec les diocèses de Koupéla au Burkina Faso, puis avec le diocèse d'Antélias au Liban et celui de Mossoul en Irak. À l'occasion de ces 3 anniversaires, reportage sur ce qu'apportent les jumelages. Faut-il revoter après le référendum du Brexit? Des millions de Britanniques ont signé une pétition en ce sens. Autre référendum qui n'a pas convaincu, celui de Notre-Dame-des-Landes. Alors, ce mode de scrutin démocratique ou populiste, on en parle dans un instant avec vous, Benoît Fidelin, rédacteur en chef à Pèlerin. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Et avec vous, Frédéric Casadessus, journaliste politique à Réforme. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous. À tout à l'heure. Hier, lors de l'audience générale, le pape François a assuré de sa prière les victimes de l'attentat survenu en Turquie à Istanbul. L'aéroport international d'Atatürk a été la cible de 3 attentats suicides mardi soir. Au moins 41 personnes ont été tuées et 147 autres blessées selon un bilan provisoire. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais Daesh est fortement suspecté. Le Saint-Père a invité à prier pour les victimes de cet attentat atroce. On l'écoute. Preghiamo per le vittime, per i familiari e per il caro popolo turco. Il Signore converta i cuori dei violenti e sostenga i nostri passi sulla via della pace. Preghiamo tutti in silenzio. Au sud du Nigeria, le père John Adeyi a été retrouvé mort non loin du village où il avait été kidnappé. Le prêtre avait été enlevé le 24 avril par des hommes armés. Il était vicaire général du diocèse d'Otukpo, une région qui fait l'objet de tensions interreligieuses régulières. Le recours à la violence et à la torture est une habitude profondément ancrée dans le pays, comme en informe régulièrement l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et comme tous les ans, à la même date, le 26 juin, l'ONG chrétienne a appelé des milliers de chrétiens dans le monde à prier contre la torture. En France, dans plusieurs veillées ont eu lieu et à Versailles, une 50aine de personnes se sont rassemblées dans l'église Sainte-Élisabeth de Hongrie. Parmi les organisateurs, Christine Chauvin, la correspondante de l'ACAT pour les Yvelines, nous explique comment sensibiliser l'opinion à ces cas de torture. Chaque mois, il y a le cas d'une personne qui est victime de mauvais traitements, de torture ou qui est emprisonnée. Et là, nous sommes appelés à distribuer ces papiers, soit dans les églises, soit dans les temples, soit à des amis. Et donc c'est une manière de sensibiliser les gens autour de nous. Les paroissiens sont toujours dubitatifs. Ils disent « est-ce que ça sert à quelque chose ?» Bon, ils pensent qu'effectivement, on est trop petit pour faire pression sur des autorités ou changer les choses. On peut leur répondre qu'on travaille en collaboration avec Amnesty International, qui a plus de moyens que l'ACAT pour savoir exactement ce qui se passe. L'ACAT, elle fait très attention, elle ne présente un cas que si elle est absolument sûre des informations. Et donc, quelquefois, on nous a reproché de ne pas réagir assez vite à certaines choses, mais l'ACAT, elle prend le moyen, enfin le temps pour être sûre. Le grand colloque international sur le dialogue entre culture et religion s'est ouvert lundi. Avec l'appui de 15 universités dans le monde, elle est proposée par l'Institut catholique de Paris et l'Ordre des prêcheurs. Pendant 4 jours, des chercheurs des universités du monde entier et des représentants de toutes les religions réfléchissent à la coexistence des univers culturels et religieux sur notre planète. Une question aussi fondamentale qu'actuelle. Parmi les thèmes abordés dans la première table ronde, la peur des religions. Notre journaliste Martin Delaveine était sur place. Tout le monde était d'accord en ce début de colloque. On a peur des religions lorsqu'on ne les connaît pas. Une solution, ouvrir leurs portes. La difficulté dans la foi chrétienne, c'est qu'elle donne une identité qui consiste à être ouverte à tous. Ce n'est pas une identité fermée, isolée.
une ouverture dont chaque chrétien doit être acteur. Si les chrétiens eux-mêmes arrivent à montrer ce qu'apporte à la société la religion elle-même, c'est-à-dire c'est beaucoup de choses, hein, c'est au plan institutionnel, c'est quand même le retour de l'éthique en politique. Et au niveau des personnes, c'est le respect absolu des personnes, quelles qu'elles soient. C'est justement dans les gènes de l'ICP de s'ouvrir aux autres religions, comme le souhaite le pape François. Le message du pape François résonne particulièrement en ces jours où nous accueillons des bouddhistes, mais surtout des théologiens chrétiens qui viennent de l'Inde, qui viennent d'Amérique latine, qui viennent des États-Unis et qui sont là pour penser le rapport à l'autre et aller plus loin à la lumière de la foi chrétienne. Les encouragements du pape sur l'Europe doivent être entendus. C'est le regard de Philippe Zeller, nouvel ambassadeur français près le Saint-Siège. Pour la première fois depuis sa nomination, il s'exprime sur un média français. Le 23 juin, Philippe Zeller a présenté ses lettres de créance au pape, geste par lequel il entrait officiellement en fonction. Il avait été nommé seulement 3 semaines plus tôt. Le Vatican lui-même n'est pas membre de l'Union européenne. Beaucoup de choses sont analysées, sont perçues, sont vues. Ce que dit le pape sur l'Europe doit être, et je crois, est compris comme des encouragements pour tous ceux qui ont à gérer, assumer les situations que nous connaissons en Europe. Le rôle de l'ambassade de France près le Saint-Siège est aussi d'identifier dans ces messages ceux qui interpellent directement la manière dont nos États sont gérés à toutes les dimensions politiques, économiques, culturelles, éducatives, sociales. Nous avons aussi, nous, des messages à délivrer en sens inverse. Et tout ceci se retrouve sur le terrain de l'humain, de l'homme, de l'humanisme, et fait que c'est particulièrement intéressant d'être ainsi sur Rome au contact du Saint-Siège. L'intégralité de l'interview à écouter sur notre site internet. Le Vatican a déclaré aujourd'hui que Monseigneur Fellet, supérieur général de la Fraternité Saint-Pédis, n'a pas fermé la porte aux discussions en cours. Hier, le chef de file des lefévristes a publié un communiqué signalant ne pas rechercher avant tout une reconnaissance canonique de la part de Rome. Il a aussi accusé le pape François d'encourager des erreurs au sein de l'Église. Pour Monseigneur Pozzo, secrétaire de la commission pontificale Ecclesia Dei, Monseigneur Fellet fait référence au point sur les divorcés remariés dans Amoris Laetitia. Les discussions entre Rome et la Fraternité Saint-Pédis devraient reprendre après l'été. La réforme voulue par le gouvernement sur l'enseignement hors contrat a été adoptée hier à l'Assemblée nationale avec 49 députés votants, 32 pour, 17 contre. Parmi les opposants, Xavier Breton, député de l'Ain. Il entend bien utiliser tous les recours possibles pour défendre la liberté d'enseignement. On l'écoute. On a des amendements de suppression où on dit qu'il n'y a pas besoin de modifier la législation existante. Et puis on a quelques articles différents qui visent à ce moment-là à aller un peu plus dans le détail et de bien viser les objectifs poursuivis par le gouvernement. Et c'est pour ça qu'on dit, effectivement, renforçons le contrôle, mais le contrôle des écoles qui mettent en cause les valeurs de notre pays, les valeurs républicaines. N'embêtons pas, encore une fois, les parents qui, eux, cherchent simplement à délivrer d'autres méthodes pédagogiques. Le recours, ça serait, bien entendu, devant le Conseil constitutionnel, d'interroger le Conseil constitutionnel pour savoir si ce régime qui va être plus coercitif ne remet pas en cause le principe de la liberté de l'enseignement qui est inscrit dans notre Constitution. Je vous le rappelle, les évêques de France et l'enseignement catholique ont souligné eux aussi une atteinte à la liberté d'enseignement. Si le syndicat national des lycées et collèges de l'éducation nationale ne donne pas d'avis sur le contrôle des ouvertures des écoles hors contrat, il comprend les inquiétudes formulées sur le contrôle renforcé de l'État. C'est ce qui est ressorti mardi dernier d'une réunion entre la Fondation pour l'école et le syndicat des enseignants publics. On écoute Jean-Rémy Girard, vice-président du SNALC. On comprend la position de la Fondation pour l'école dans le sens où ils défendent ce qui est le principe de base du privé hors contrat, c'est-à-dire la liberté d'enseigner, une liberté dans les programmes, tant qu'on arrive au niveau attendu. Donc on comprend très bien leur positionnement. Il nous semble qu'il est nécessaire, mais on peut le faire autrement que ne le fait le ministère, d'avoir une évaluation structurée, progressive et régulière. Le diocèse de Paris renforce son dispositif contre les abus sexuels. Le cardinal 23 et les vicaires généraux poursuivent le travail engagé, notamment
en août 2014 avec des experts. Depuis le mois de janvier, une commission diocésaine composée d'un magistrat, d'un psychanalyste et de 2 prêtres est chargée de conseiller l'archevêché. Parmi les nouveautés mises en place ce mois-ci, un dispositif d'accueil et d'écoute supervisé par un laïc pour assister les vicaires généraux. Précision avec l'un d'eux, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Ce qui est important pour nous, c'est essayer de comprendre ce qui s'est passé, aussi bien comment est-ce que des hommes peuvent avoir des troubles de construction de la personnalité sexuelle à ce point-là, et comment est-ce que l'institution soit n'a rien vu, soit a vu et a couvert. Notre volonté, c'est de pouvoir prendre vraiment bien au sérieux la parole des victimes, la traiter le mieux possible, et essayer d'avoir la relation la plus juste possible. D'abord de répondre le plus vite possible, dès qu'on reçoit. Ensuite, si ça concernait par malheur des personnes vivantes, faire auprès de la justice les démarches qui s'imposeraient. Et si c'est des affaires anciennes, dont les protagonistes, en tout cas les coupables sont morts, d'abord vérifier qu'ils sont morts, et ensuite, de toute façon, encore une fois, essayer de comprendre un peu le contexte pour essayer de mettre en place un fonctionnement qui ne permette pas que ce genre de choses se renouvellent. Si c'est un prêtre de Paris, ça sera toujours notre affaire. On ne va pas se défausser sur les autres. D'abord parce qu'il est prêtre de Paris, il appartient au presbytérium de Paris. Ensuite parce que Paris a des moyens que tous les autres diocèses n'ont pas forcément. Donc si un prêtre de Paris qui est en mission ailleurs est accusé de faits même anciens, si c'est nous qui l'apprenons, ou d'une façon ou d'une autre, nous essaierons de traiter selon toutes les procédures que nous avons mises en place. Une adresse mail a aussi été mise en place pour les victimes dans le diocèse, signalement@diocèse-paris.net. Et puis on l'a appris il y a quelques heures, 4 prêtres ont été relevés de leur ministère par le cardinal Philippe Barbarin pour des faits d'abus sexuels après avis d'un collège d'experts, a indiqué le diocèse de Lyon. On écoute la réaction du père Yves Baumgarten, vicaire général. Le cardinal a pris la décision de relever de leur ministère 4 prêtres suite aux avis qui avaient été donnés. D'autres ont fait l'objet de mesures d'accompagnement particulières, notamment de restrictions dans leur ministère ou d'accompagnement qui leur a été demandé. Tout prêtre qui a pu avoir commis des faits d'agression sexuelle sur mineurs, quelle que soit la date des faits, quelle que soit la date de découverte de ces faits, ce prêtre sera écarté définitivement de tout ministère. Pour les prêtres qui peuvent être soupçonnés de faits d'abus sexuels, s'ils font l'objet d'une mise en examen ou de poursuites devant une juridiction pénale, par mesure conservatoire, ils seront écartés de leur charge durant le temps de la procédure, dans le respect de la présomption d'innocence, avec toujours le souci des victimes en premier lieu. En Belgique, la maison de repos Sint Augustinus de Diens a été condamnée hier par le tribunal de première instance de Louvain. Elle avait refusé une euthanasie dans ses murs. La maison de repos et de soins a été condamnée à verser 6 000 € aux enfants de Mariette Budgens, âgée de 74 ans, en phase d'un cancer terminal. Elle avait formulé une demande d'euthanasie. La direction a refusé que l'acte soit pratiqué dans ses murs. Elle a estimé que le médecin pratiquant ne s'était pas entretenu régulièrement avec l'équipe soignante et le patient, comme le prévoit la loi. On écoute l'avis de Karine Brochier de l'Institut européen de bioéthique sur le jugement. On sent très bien qu'il y a un forcing idéologique qui est là. Et je crois que c'est sorti dans la presse en plus, juste au moment où Monseigneur de Kessel, notre archevêque en Belgique, lors d'une de ses premières interventions au mois de décembre, a dit que les institutions catholiques avaient le droit, pensait-il, au fait de ne pas permettre que l'euthanasie se pratique dans leurs murs. En Belgique, toujours, J-10 avant les premiers départs pour les JMJ de Cracovie. 400 jeunes déjà inscrits dans les diocèses et 1500 Belges sont attendus en Pologne. Le temps est donc au dernier préparatif et les questions de sécurité sont prises très au sérieux, comme l'ont expliqué les organisateurs belges mardi au cours d'un point presse. Ils sont notamment en lien avec les autorités polonaises et l'ambassade de Belgique en Pologne. On écoute Claire Jonard, responsable des JMJ pour la Belgique. Nous avons travaillé aussi avec les jeunes à une série de mesures de sécurité simples
étiqueter son bagage avec une étiquette qu'on leur donnera JMJ, respecter les consignes du car qui doit être fermé sur les parkings d'autoroute, veiller à avoir des papiers administrativement complètement en ordre, suivre les consignes qui sont données, savoir se repérer dans la ville. Et puis aussi, je crois qu'il faut continuer à veiller à se préparer le cœur à vivre ces JMJ. Et puis les relations avec les Polonais qui vont nous accueillir s'intensifient évidemment chaque jour. Nous sommes en contact chaque jour avec les paroisses qui nous accueilleront dans quelques semaines. À noter également Monseigneur Joseph de Quézel, archevêque de Malines-Bruxelles, et Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, étaient à Rome hier pour le rite de bénédiction des palliums avec les archevêques nommés cette année. Et puis Monseigneur Sylvain Bataille sera ordonné évêque dimanche à 15h au Zénith de Saint-Étienne et installé le lendemain en la cathédrale Saint-Charles. Enfin, ne manquez pas la prochaine Nuit des Églises. Elle se déroulera samedi prochain avec 500 églises ouvertes dans toute la France. Et on poursuit notre magazine avec la chronique du Père de Verre. Cette semaine, il a choisi de nous parler du Brexit. Permettez-moi pour cette dernière chronique de la saison de vous parler du Brexit. Bien sûr, cette question vous est largement connue, elle a été même rabattue. Et pourtant, il me semble que nous pouvons aussi l'aborder sur un plan spirituel. Car au fond, il y a un certain échec de l'Europe. Mais cet échec a été aussi bien préparé dans la mesure où, finalement, on a refusé de reconnaître les valeurs chrétiennes qui ont sous-tendu, finalement, cette Europe. Alors aujourd'hui, les marchés financiers ont parlé, les politiques aussi ont exprimé leur désarroi et nous voyons nos amis anglais qui se disent mais peut-être bien que le Royaume-Uni se retrouve dans une situation de grande rupture, notamment par rapport à l'Écosse qui voudrait rester dans l'Europe. Oui, alors on a parlé bien sûr aussi de l'Angleterre, pour reprendre la formule du général de Gaulle, comme étant une île. Seulement, interrogeons-nous, est-ce que nous-mêmes, de notre côté, nous ne sommes pas, chacun des États membres, en fait, une forme d'îlot, construisant un peu l'Europe comme on construit des lotissements, avec des barrières pour se protéger. L'heure, sur un plan spirituel, c'est précisément qu'il y ait des tisserands. Il nous faut être des tisserands, c'est-à-dire tisser précisément des liens, apprendre à relier, se relier. C'était bien la volonté précisément des pères de l'Europe. Il y a ici pour chacun d'entre nous, et notamment pour la jeunesse, pour ce vieux continent, une chance finalement d'un enthousiasme, l'élan des peuples pour, au regard des grandes difficultés sur le plan de la pauvreté, sur le plan du chômage, sur la question du drame aussi humanitaire des réfugiés, de se dire que nous pouvons aussi concevoir un peu autrement nos relations, donner ce souffle si espéré. Ce souffle porte aussi un nom qui est celui de l'espérance. Voulons-nous en être des bâtisseurs ? Merci Père. Tout de suite, c'est notre revue de presse. C'est l'Europe après l'après-Brexit qui fait la une de Pèlerin cette semaine, Benoît Fidelin. Oui, avec le titre « On efface tout et on recommence ». Alors on ne veut pas tout effacer, bien sûr, parce qu'il y a des acquis formidables à cette construction européenne. C'est une phrase lancée comme ça pour faire réagir un peu les lecteurs, mais il y a une vraie interrogation dans le journal sur l'Europe que l'on veut reconstruire après cet événement en Grande-Bretagne. Merci Benoît, et c'est l'après-Brexit également auquel s'intéresse l'hebdomadaire protestant Réforme, Frédéric Casadessus. Oui, alors à la fois bien sûr le regard de quelques personnalités protestantes et anglaises qui vivent en France et qui manifestent évidemment leur surprise. Et puis, par ailleurs, un certain nombre d'analyses, notamment de l'historien Jean-Claude Schmitt, qui a publié l'un des plus beaux livres d'histoire cette année, une étude sur les rythmes au Moyen-Âge, et qui, précisément parce qu'il est médiéviste, nous montre que l'histoire de l'Europe est toujours en mouvement, que la construction européenne est le fruit d'une longue évolution qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Merci Frédéric. Même sujet pour la vie avec cette phrase en une, refaisons l'Europe, pour Jean-Pierre Denis qui signe un article page 22. Il est temps de retrouver Charlemagne et Hugo. L'Europe fondée sur l'économie a montré ses limites. Pour la refonder, il faut refaire communauté. Dans l'éditorial de France Catholique, Gérard Leclerc parle aussi du Brexit avec le regard du pape François sur l'Europe.
C'est un changement du paradigme européen que François appelle en soulignant la priorité des emplois stables, particulièrement pour la jeunesse, écrit Gérard Leclerc. Et puis cette semaine, Famille chrétienne nous emmène sur le catamaran Ephata. Il embarque des laissés pour compte, prendre le large. Reportage à bord avec 15 garçons déficients intellectuels. Voilà pour votre revue de presse. Tout de suite, c'est notre dossier. Certains politiques ne jurent que par lui. Après le Brexit et Notre-Dame-des-Landes, des voix s'élèvent pour dénoncer un usage risqué et problématique. Le référendum, outil démocratique ou populiste. On en parle avec vous, Benoît Fidelin de Pèlerin et Frédéric Casadessus de Réforme. Alors, pour commencer, une question. Des millions de Britanniques ont signé une pétition pour demander un nouveau référendum. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse remettre en compte le référendum du Brexit? Frédéric. Alors, je crois que cette démarche est caractéristique de notre époque. Nous vivons une période où les rites de passage, les rites initiatiques, sont, sinon remis en question, du moins conçus de façon plus douloureuse, moins bien acceptés. Et d'une certaine manière, le référendum est un rite de passage. Non pas seulement par sa dramaturgie, répondre par oui ou par non, mais par son caractère spectaculaire, binaire. Il est généralement, il impose une réponse très tranchée. On ne peut évidemment pas faire autrement que répondre oui ou non. Bon, il s'apparente donc à un rite de passage. Et bien entendu, quand on répond par oui ou par non, aujourd'hui, eh bien, l'opinion publique l'accepte moins bien qu'autrefois. Imaginez que on puisse revoter, qu'on dise « Ah oui, mais attendez !» Bon, c'est un premier élément. Deuxième élément, je crois que nos démocraties occidentales, parce que nous avons le sentiment que la vie démocratique coule de source, sont quand même en souffrance, on les critique, on les malmène. Je crois tout simplement parce que nous vivons dans une société qui croit que la paix est une chose éternelle et qui n'est pas nécessaire de défendre tous les jours. À partir de là, on croit pouvoir s'affranchir de ce que la majorité a exprimé. Voilà où je voulais en venir, c'est le deuxième point. Or, les Britanniques se sont exprimés. Il faut respecter ce vote, et de même que les électeurs appelés à s'exprimer à propos de Notre-Dame-des-Landes, ils ont voté, il faut respecter ce vote, car alors sinon, et ce sera, c'est promis, ma dernière phrase, sinon vraiment le système démocratique sera gravement malade. Benoît, est-ce qu'on efface tout et on recommence, comme vous titrez cette semaine dans Pèlerin? Ben non, on n'efface pas tout là. D'abord, on n'efface pas tout de l'Europe, puis on n'efface pas, surtout pas, comme l'a dit Frédéric, un vote souverain comme celui-là. Je pense qu'il y a un regret. Il s'exprime aujourd'hui via Internet, via toutes ces pétitions qui offrent une caisse de résonance à toutes les frustrations. Mais il y a une vraie frustration, c'est que le débat, il n'a pas eu lieu en Grande-Bretagne. Et d'où un référendum, il est efficace quand il y a des conditions pour qu'il soit réalisé. Or, toutes les conditions n'étaient pas réunies. Tous les observateurs disent que les deux débats se sont croisés. Il y a des gens qui n'ont parlé que d'immigration, d'autres qui n'ont parlé que d'économie. En fait, il n'y a pas eu vraiment de débat et qui exprime tardivement, malheureusement, une réaction comme quoi le débat n'a pas eu lieu. Sur le référendum lui-même, je dirais, la démocratie, c'est comme la liberté. C'est un libéral plutôt en économie qui vous parle. La liberté, elle a besoin d'être encadrée, elle a besoin d'être régulée. Et bien la démocratie, c'est pareil. Alors, elle n'a pas besoin d'être marquée au fer, mais elle a besoin d'être encadrée. Regardez, par exemple, sur le vote. Tout le monde rêve d'un vote à la proportionnelle. Hein. Tout le monde, bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus juste. Ça rend des chambres, des pays totalement ingouvernables. Et donc, la démocratie, c'est pareil. Elle a besoin d'être, non pas régulée. Et je pense que le référendum, cette démocratie directe, qui aujourd'hui est plébiscitée par beaucoup d'hommes politiques qui sont totalement déboussolés et qui font faire appel à l'opinion sans arrêt pour essayer de masquer leur propre manque de courage politique et leur déficience, eh bien, je pense que ça peut être très bien, mais il y a des conditions au référendum, des conditions très précises pour que ce soit vraiment un vote démocratique. Frédéric, vous vouliez réagir à ce que disait Benoît? Juste être en dialogue et dire que selon moi, le débat a eu lieu
et qu'il donne toujours, il entraîne toujours des déceptions. Si on regarde dans l'histoire, en 1962, lorsque le général de Gaulle a saisi l'opportunité de présenter le référendum de l'élection du président de la République au suffrage universel, à l'occasion de l'attentat manqué contre lui au Petit Clamart, il y a eu une vague d'indignation violente, virulente. Les Français se sont exprimés, mais ils avaient très peu de temps. Les conditions n'étaient pas démocratiques comme on l'entendrait aujourd'hui. Et pourtant, nul ne remet en cause son résultat. Un politologue espagnol, il y a quelques mois, est venu en France expliquer que, au fond, la démocratie est toujours décevante et qu'il faudrait le poser comme un principe. Et que c'est même un peu rassurant, car le caractère faillible de la démocratie fait sa richesse. Je me méfie d'un système où on encadrerait, car ce serait un contrôle des armes. Malheureusement, il nous reste très peu de temps. Un dernier mot, Benoît. Je reprends mon idée, cher Frédéric, d'une démocratie qui est un peu régulée et surtout d'une démocratie représentative. Voilà, moi je crois beaucoup plus à la démocratie représentative. Et la vraie démocratie représentative, elle donne une souveraineté au peuple aussi. Or, la Grande-Bretagne est une démocratie représentative et la plus vieille du monde. Et donc, je comprends qu'il y ait une frustration quand elle se soit mis comme ça à faire de la démocratie directe à bon compte. Merci Benoît, merci beaucoup Frédéric pour votre regard. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous de nous avoir suivis toute cette saison. Cette émission est la dernière. Vous pouvez la revoir sur notre site www.ktotv.com. Toute la rédaction vous souhaite de très bonnes vacances. Excellente soirée sur KTO.